Alors, rebonjour tout le monde, re-bienvenue encore une fois au séminaire. J'espère que vous avez pris le temps de vous aérer un peu. Je sais qu'à Montréal, c'est un peu nuageux. Je ne sais pas c'est comment dans votre région, mais j'espère que vous avez pris un peu d'air parce qu'on a encore une belle après-midi bien chargée pour aujourd'hui. Alors, pour vous introduire notre premier sujet, je vais commencer un peu par ce que le secrétaire général nous a dit ce matin. Le secrétaire général en a fait mention dans son mot d'ouverture. Une des grandes nouveautés de cette année qu'on a eues dans le domaine de la retraite, c'était l'adoption rapide du projet de loi 68. Donc, le projet de loi qui permet notamment, parce qu'il fait d'autres choses, ce projet de loi-là, mais il permet notamment la mise en place des régimes à prestations cibles pour le futur. À la FTQ, je dois vous le dire, on parle depuis longtemps de ce régime-là avec beaucoup d'inquiétudes. On a beaucoup d'inquiétudes face à ce type de régime-là, où l'essentiel des risques est assumé par les retraités. En d'autres termes, quand ça va mal avec un régime à prestations cibles, c'est les retraités qui passent au bat, entre guillemets. Donc, l'après-midi va être consacré à essayer de comprendre un peu ce qu'il en est de ce régime-là, ce qui a finalement été adopté comme projet de loi, et comment vont se décrire ces fameux régimes à prestations cibles. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir ensemble avec Julien et Marc-André pourquoi aujourd'hui le régime de retraite par financement salarial qui a été mis en place par la FTQ en 2008 est encore plus pertinent que jamais dans le contexte. Donc, ça va être quand même intéressant de voir un peu de comparer les deux outils qui existent maintenant, puis de voir éventuellement pourquoi, bien entendu, on privilégie le régime de retraite par financement salarial à la FTQ. Finalement, toujours sur ce sujet-là, on va avoir un panel de dirigeants politiques de la FTQ, des dirigeants de syndicats affiliés qui vont un peu nous présenter, nous partager leur vision de ce qui nous attend maintenant que les régimes à prestations cibles existent au Québec. Donc, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas? Donc, on va avoir un panel avec des dirigeants de la FTQ qui va nous parler de ça. Pour nous parler des régimes à prestations cibles, donc régime à prestations cibles, on a invité Jessica Morgia de la firme de chez SAI Inc. Donc, Jessica, en deux mots, c'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais on aimerait ça que tu nous présentes, pour toi, c'est quoi les régimes à prestations cibles tels qu'on les connaît maintenant dans le paysage québécois. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, aujourd'hui, je suis ici, je vais vous parler du projet de loi 68. Bien entendu, je me concentre sur les régimes de retraite à prestations cibles. Il y a quand même d'autres petites modifications qui entrent en compte pour le projet de loi 68. Toutefois, je n'entrerai pas dans le détail. Par exemple, des modifications à la loi sur les régimes complémentaires de retraite, également au niveau de la RRQ, et permettent au régime à cotisation déterminée ou au RVER d'offrir une rente viagère à paiement variable. Pour ce point-là, vous avez au programme, là, un peu plus tard, Retraite Québec, qui va en parler un peu plus en détail. Donc, concentrons-nous sur les RRPC. Projet de loi 68, tout a déboulé très rapidement. Dépôt du projet de loi le 7 octobre par le ministre des Finances. On a eu des consultations particulières à la fin octobre, début novembre. L'étude détaillée qui s'est échelonnée sur 3 jours au mois de décembre pour finalement adoption le 11 décembre 2020. Il reste quand même quelques inconnus qui vont être prévus dans le règlement à venir. Entre autres, je pense à la détermination des valeurs des droits. Lorsqu'un participant quitte son emploi, qui cesse son emploi, qui décide de transférer ses billes, comment qu'on évalue cette valeur-là? Donc, tous ces inconnus-là vont être prévus éventuellement dans un règlement. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, les RRPC. Donc, quels sont les concepts de base d'un RRPC? Premièrement, cotisation patronale qui est fixe. Donc, elle est fixe, elle est prévue au texte du régime. Bien entendu, elle pourrait éventuellement être augmentée suite à des négos ou modifications aux conventions collectives. Donc, conséquemment, quand on dit cotisation patronale fixe, les engagements du régime sont à la charge des participants. Ici, quand je parle des participants, puis Marie-Josée l'a bien mentionné, ce n'est pas uniquement les participants actifs,
mais également les participants retraités. Ensuite, la cible des prestations qui est en fonction de la cotisation d'exercice. Je m'explique. Les prestations qui sont prévues doivent être considérées comme une cible et non une garantie. Okay? On va déterminer le niveau de la rente qu'on est capable de se payer avec les cotisations totales qu'on négocie. Okay? C'est ce qu'on appelle la cible des prestations. Bon, je vous l'ai mentionné, cotisation patronale fixe, les participants sont à la charge des engagements du régime. Donc, si jamais il y a un déficit, c'est les participants qui sont au BAT. Il pourrait y avoir une augmentation des cotisations salariales, mais également, on pourrait prévoir une réduction des prestations. On va voir le tout là, un peu plus en détail par la suite. Donc, bon, quand ça va mal, les participants sont au BAT. Par contre, quand ça va bien puis il y a des excédents d'actifs, les excédents d'actifs appartiennent en totalité aux participants et retraités. Finalement, l'employeur ayant une responsabilité limitée, si jamais le régime est modifié ou est terminé, ça ne peut pas se faire de façon unilatérale par l'employeur. Maintenant qu'on a parlé des concepts, allons-y un peu plus dans le détail des dispositions. Qu'est-ce qui peut ou ne peut pas être prévu comme prestation? Donc, on ne peut pas prévoir un salaire final ou un salaire final moyen, disons, 3 ans. Okay? Ce qui va pouvoir être prévu plutôt, c'est un salaire carrière ou un salaire carrière indexé qui prévoit un coût beaucoup plus stable. On ne peut pas non plus prévoir dans nos dispositions une indexation à la retraite qui va varier selon un indice, par exemple, l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Okay? Si on prévoit une indexation à la retraite, elle devra être fixe, un taux fixe comme 1 1,5 On ne peut pas prévoir non plus des prestations qui sont conditionnelles à la terminaison du régime. Par exemple, si jamais le régime se termine, on ne peut pas prévoir qu'on accorde une rente additionnelle de X $ par année de service à tout le monde. C'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas non plus, j'ai presque fini avec, mais on ne peut pas non plus aller avec des avantages de retraite anticipés qui dépendent du nombre d'années de service. Les fameuses formules 80, formule 85, ce n'est pas possible dans un RRPC. Il faut y aller avec un âge de retraite fixe, disons 60 ans sans réduction. Les ententes de transfert ne sont pas non plus possibles. Un RRPC ne peut pas se prévaloir d'une entente de transfert avec n'importe quel autre type de régime de retraite. Finalement, au niveau des dispositions, des prestations, si jamais on prévoit des prestations de retraite anticipées, elles doivent être les mêmes pour les participants actifs et les inactifs. Je m'explique. Disons qu'on y va avec un exemple, une retraite anticipée, là, un régime permet de partir à la retraite sans réduction à 60 ans. Lorsqu'on quitte l'emploi à 45 ans, certains régimes, étant donné qu'on n'est pas admissible à une retraite, on prévoit plutôt une rente de retraite payable à 65 ans plutôt que 60 ans sans réduction. Tandis qu'un participant actif, s'il se rend à ce moment-là, il a la possibilité de recevoir sa rente sans réduction à 60 ans. Donc, dans un RRPC, cette disparité-là n'est pas possible. Peu importe si tu es un participant actif ou inactif, tu dois avoir le droit aux mêmes prestations de retraite anticipée. Même chose au niveau de l'indexation avant la retraite. Certains RRPC peuvent être de type salaire carrière indexé. Si c'est le cas, l'indexation doit s'appliquer tant pour un participant actif jusqu'à sa retraite qu'un participant qui a cessé son emploi, par exemple à 45 ans, donc entre 45 et sa retraite, sa rente devra également être indexée au même titre qu'un participant actif. Finalement, pour les acquittements, un participant qui cesse son emploi et décide de transférer ses billes, la valeur de transfert doit être au moins égale à la somme de ses cotisations salariales avec intérêt. Lors d'un acquittement également, on doit appliquer le degré de solvabilité, et ce, sans aucun plafond. Donc, si, par exemple, le degré de solvabilité
est supérieur à 100 bien, le participant qui cesse son emploi, qui décide de transférer ses billes, recevra une valeur qui sera multipliée par un degré de solvabilité de, par exemple, 110 Parlons maintenant du financement. On vient de voir un peu les dispositions du régime, les concepts d'un RRPC. Financement. Donc, les évaluations actuarielles, elles sont à chaque 3 ans, à moins que le degré de capitalisation, est inférieur à 90 Dans ce cas-là, c'est une évaluation actuarielle complète annuelle. Le délai de transmission, contrairement à des régimes PD traditionnels, il est de 6 mois. Et finalement, au niveau des avis de solvabilité, donc si aucune évaluation actuarielle n'est requise, bien, il y a un avis de solvabilité qui va devoir être produit annuellement et transmis à Retraite Québec. Le projet de loi 68 permet également, et ce, pas uniquement pour la RRPC, mais également pour tous les autres types de régimes de retraite à prestations déterminées, d'estimer de façon plus fréquente le degré de solvabilité aux fins des acquittements. Donc, lorsque je parle de financement dans un RRPC, je pense qu'il est important de faire la distinction entre le service futur et le service passé. Okay? Le service futur, dans le fond, c'est à une date d'évaluation actuarielle, c'est toutes les prestations qu'on va accumuler devant nous. Au niveau du financement pour le service futur, c'est le même principe que les régimes PD du secteur privé. Okay? Donc, on a ce qu'on finance une cotisation d'exercice sur une base de capitalisation. Cette cotisation d'exercice-là, il y a 2 composantes. Donc, il y a le coût annuel des prestations. Ce coût-là, dans le fond, c'est chaque année de service qu'on accumule. On accumule, par exemple, une rente de 2 de notre salaire payable, disons, à 60 ans. Bien, combien coûte à chaque année, en pourcentage des salaires, cette rente-là qu'on accumule à chaque année? C'est ce qu'on appelle le coût annuel des prestations. À ce coût-là, nous ajoutons une provision de stabilisation. Donc, une réserve additionnelle. Ça coûte, je donne un exemple, notre coût annuel des prestations coûte 20 on ajoute une provision de stabilisation qui va varier comme les régimes de retraite du secteur privé, donc exactement la même grille, qui va varier dépendant de certains facteurs, la proportion de l'actif investi en revenus fixes et l'appariement de l'actif par rapport au passif. Donc, c'est sûr que plus on est investi en revenus variables, moins on est apparié, bien, plus la provision de stabilisation va être élevée. Au contraire, si on est investi fortement en revenus fixes ou on est très bien apparié, provision de stabilisation qui va être très basse. Donc, si en moyenne, une provision de stabilisation est à 20 bien, la cotisation d'exercice, on a un coût de 20, notre provision de stabilisation représente 20 de notre coût, donc 4 on aurait une cotisation d'exercice de 24 Ça, c'est au niveau du service futur, donc même type de financement que le secteur privé. Toutefois, il y a un test important à faire, un test de suffisance des cotisations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si la somme de toutes nos cotisations totales négociées, cotisations salariales, patronales, pour les 3 prochaines années, est suffisante pour acquitter cette dite cotisation d'exercice-là pour la même période. Donc, je donne un exemple. On a dit qu'on a une cotisation d'exercice de 24 par année. Si nos cotisations totales négociées sont de 25 bien, je n'ai pas d'enjeu, j'ai assez de cotisations pour me payer la cotisation d'exercice. Par contre, si mes cotisations totales négociées sont inférieures à la fameuse cotisation d'exercice, bien là, je n'ai pas assez d'argent. Donc, mon test de suffisance ne passe pas. Et dans ce cas-là, il va y avoir redressement. On va le voir plus loin. Pour le service passé, financement un peu différent que le secteur privé. Si jamais notre actif est inférieur à notre passif de capitalisation, on a alors un déficit qu'on amortit sur 5 ans. Encore une fois, il y a un autre test de suffisance des cotisations à faire. Donc, je reviens avec nos cotisations totales qu'on a négociées pour les 3 prochaines années. Elles doivent être suffisantes en premier lieu pour payer notre service futur. Et
par la suite, s'il reste un résiduel, pour acquitter nos cotisations d'équilibre pour la même période. Si ce n'est pas suffisant, il y aura redressement du service passé. Parlons justement des mesures de redressement. Donc, les mesures de redressement, elles doivent être prévues au texte du régime. Elles ne doivent donner aucune discrétion au comité de retraite. Okay? Donc, le comité de retraite, lui, il suit la recette qui est prévue au texte du régime. Donc, les choix des mesures, l'ordre d'application, ainsi que la répartition entre le groupe des actifs et des retraités doit déjà être prévu au texte du régime. Il n'y a aucune disparité non plus à l'intérieur d'un même groupe qui peut avoir lieu. Donc, je m'explique, il y a un redressement, le groupe des participants actifs, disons qu'on a deux syndicats, bien, on ne peut pas avoir des mesures différentes pour une portion de nos participants actifs, puis une autre mesure différente pour, disons, l'autre syndicat. Donc, toutes les mesures doivent être les mêmes. Je vous l'ai mentionné tantôt, c'était important de faire une distinction entre le service futur et le service passé, parce que quand on regarde si on a assez de cotisations, donc la suffisance des cotisations, elle se fait distinctement. Pour le service futur, c'est toutes des années qui sont devant nous, donc ça touche uniquement les participants qui sont actifs. S'il y a redressement, si nos cotisations négociées totales ne sont pas suffisantes, il y a plusieurs mesures qui pourraient être mises en place. Ça pourrait être une combinaison également de ces mesures-là. On pourrait prévoir une hausse de la cotisation salariale, hausse de la cotisation patronale, une réduction de la cible future des prestations. Donc, par exemple, si on n'a pas suffisamment de cotisation, bien, au lieu d'avoir une rente viagère, notre cible était à 2 %, on la réduit un petit peu, on est à 1,95 % et ça nous permet de passer notre fameux test de suffisance des cotisations. Pour le passé, donc toutes les années qu'on a accumulées à une certaine date, le RRPC, le projet de loi 68, prévoit que les participants retraités ne peuvent pas être affectés dans une plus grande proportion que les participants actifs. Les mesures au niveau du service passé, s'il y a un redressement de requis, encore une fois, on va pouvoir décider de hausser la cotisation salariale ou celle patronale ou réduire les droits passés de toutes nos années passées. Encore une fois, je vous le rappelle, ces mesures-là doivent être prévues au texte du régime et il n'y a aucune discrétion au comité de retraite. Bon, on a parlé de redressement dans une situation que ça va mal. Maintenant parlons de rétablissement. Donc, si on a la possibilité, si le régime devient... je donne un exemple. Allons-y avec un exemple. On parlait d'une provision de stabilisation tantôt de 20 %. Le régime de retraite a une provision de stabilisation de 20 %. Le régime doit être financé, doit être en mesure d'être financé à 50 % de cette provision de stabilisation-là pour pouvoir rétablir, toutes les coupures qui ont été faites. Donc, dans mon exemple, si on est à 110 % capitalisé, parce que j'ai une provision de stabilisation de 20 %, bien, c'est possible de rétablir les prestations. Là, vous voyez, je parle d'un fameux 105 % également du passif de capitalisation. C'est sûr que ça, c'est un plancher qui va s'appliquer peu souvent. Il pourrait s'appliquer dans des cas que la provision de stabilisation est tellement petite que 50 % de celle-ci serait inférieure à 5 %, ce qui est peu probable ou pourrait être probable pour un régime qui est financé presque entièrement en revenus fixes et qui est très bien apparié. Donc, une fois qu'on a un degré de capitalisation qui représente 50 % de notre provision de stabilisation, on peut décider de rétablir les droits. Excusez-moi. Donc, encore une fois, comme mentionné, le comité de retraite ne fait qu'appliquer la fameuse recette. Comment qu'on peut rétablir les droits? C'est quand qu'on procède et c'est quoi la méthode qu'on utilise pour rétablir les droits. Donc, on a parlé de redressement quand ça va mal, rétablissement lorsqu'on a redressé.
Maintenant, parlons d'excédent d'actifs. Si jamais notre provision de stabilisation est pleinement financée, donc notre degré de capitalisation, je reviens à mon exemple, on avait une provision de stabilisation de 20 %, si on est au-dessus de 120 % capitalisé, on a un excédent d'actifs. Cet excédent d'actifs-là peut être utilisé si toutes nos prestations ont été rétablies. Puis si c'est le cas, bien, l'excédent d'actifs va être utilisé à une hauteur de 20 % par exercice financier. Donc, je donne un exemple. On a un excédent d'actifs de 10 millions. Bien, à chaque année, je pourrais utiliser 2 millions aux fins de bonifier ou d'acquitter mes cotisations salariales. Là, je me répète, bien entendu, ça fait 3 fois que je me répète, mais encore une fois, toutes les conditions, les modalités, il n'y a aucune latitude au comité de retraite. Il applique ce qui est prévu au texte du régime. Au niveau de l'excédent d'actifs, celui-ci ne va pas pouvoir être affecté en plus grande proportion aux retraités par rapport aux actifs. En d'autres mots, là, les retraités ne vont pas pouvoir avoir une plus grande portion de l'excédent d'actifs que les retraités. Puis, comme je l'ai mentionné, si jamais on a un excédent d'actifs, on va pouvoir décider d'acquitter des cotisations salariales ou de modifier le régime, de bonifier le régime, toutes les années accumulées derrière nous. Et lorsqu'on fait une modification au régime, non seulement on paye la modification, mais il faut également payer cette fameuse réserve-là, cette provision de stabilisation-là sur notre modification. Donc, j'ai parlé de redressement, de rétablissement, d'excédent d'actifs, des règles qui sont prévues dès la mise en vigueur du régime de retraite. Si jamais il y a modification de ces règles-là par la suite, il y a une consultation qui est requise auprès des participants. Si jamais, et ces règles-là peuvent être modifiées s'il y en a moins que 30 % des participants qui s'y opposent. On a parlé un peu des RRPC, maintenant parlons de la transformation. Donc, le projet de loi 68 permet la transformation de certains régimes à un régime RRPC. Pour un régime PD traditionnel, ce n'est pas possible. La transformation de toutes nos années accumulées d'un PD à un RRPC est interdite. Par contre, les régimes interentreprises à cotisation négociée, eux, peuvent le faire. Un régime CD également peut le faire. Et finalement, comme vous le savez sûrement, il y a déjà des RRPC qui sont en place actuellement pour les secteurs des pâtes et papiers. Bien, eux vont devoir se conformer d'ici le 31 décembre 2023 aux nouvelles règles encadrant les RRPC. Je termine également en parlant des secteurs municipaux et universitaires. Donc, le projet de loi 68 prévoit également qu'un RRPC ou un RRFS peuvent être mis en place dans ces secteurs-là. Bien entendu, s'ils sont mis en place, bien, les dispositions de la loi 15 ou de la loi RRSU ne s'appliqueront pas. Et finalement, contrairement à ces lois-là, qu'on a une limite de 50 % de la cotisation patronale, 50 % du coût total en cotisation patronale, pour un RRPC ou un RRFS, cette limite-là passe à 55 %. Donc, la cotisation patronale pourra atteindre un 55 % des cotisations totales. Bien, écoute, merci beaucoup, Jessica. Merci. Merci pour ta présentation. En fait, je pense que présenter aussi simplement un projet de loi aussi complexe, moi, je l'ai lu, le projet de loi 68, puis il y avait plusieurs pages et plusieurs articles là, avant de réussir à comprendre ce qu'il y avait dedans. C'était assez long. Donc, je pense que, comme d'habitude, c'est pour la première fois que tu viens au séminaire, tu as réussi vraiment avec brio à nous simplifier quelque chose qui était vraiment fort complexe. Fait que vraiment un gros merci de ta participation au séminaire encore une fois cette année. Bien, merci à vous pour l'invitation.